prévenir les conflits et faciliter les interventions visant à les désamorcer. C'est l'objectif du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires du Burkina. 18 mois après son institution, le mécanisme tient son premier conseil d'orientation et de suivi. Il est question d'examiner le travail accompli par ce dispositif dans un contexte sécuritaire difficile. Les avocats de Gilbert Diendéré persistent et signent. Pour eux, il y a entorse à la procédure judiciaire dans le procès du putsch manqué. Affirmation faite ce matin devant la presse, des précisions dans un instant. Et puis Donald Trump s'est rendu à Dayton, la ville où 9 personnes ont été abattues dans la nuit du samedi. Le président américain s'est rendu dans un hôpital où sont soignés des blessés. Une visite qui a provoqué des manifestations. Au total, les fusillades du week-end dernier ont fait une trentaine de morts aux États-Unis. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Le Burkina fait face à une situation sécuritaire délicate depuis quelques années. Le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires a été mis en place en février 2018 pour agir en amont à travers la prévention des conflits, mais aussi des catastrophes. Les travaux de la première session du Conseil d'orientation et de suivi de ce mécanisme ont débuté ce matin sous l'égide du Premier ministre. Des précisions avec Idrissa Warga et Ouma Zombré. Les membres du Conseil d'orientation et de suivi du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires du Burkina Faso tiennent ici leur première session ordinaire depuis sa création le 8 février 2018. Les objectifs de cette rencontre sont, entre autres, d'évaluer l'état de fonctionnement de la structure après 18 mois de mise en route, d'examiner et d'approuver les différents rapports, d'adopter les recommandations pour plus d'efficacité. Le mécanisme national d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires a été institué au Burkina Faso par décret pris le 1er juillet 2016. Ces missions essentielles portent notamment sur l'information du gouvernement sur les trafics de drogue, d'armes et de munitions, les menaces liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles, le recueil d'informations et de données sur les menaces à la bonne gouvernance, à la sécurité et à la paix au Burkina Faso et l'alerte sur toute menace potentielle. Outil stratégique d'aide à la décision en matière de sécurité humaine et de promotion de la paix dans l'espace CEDEAO, le Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse a connu un démarrage un peu timide à cause de certaines difficultés. Ce projet a dû faire face à 2 difficultés majeures indépendantes de notre volonté, à savoir le retard de paiement de salaire du personnel du Centre national, comme convenu avec le partenaire américain au début du projet, compte tenu du changement d'administration dans ce pays, et la faiblesse de moyens de communication à cause d'une connectivité Internet inadaptée. Ces facteurs ont entravé la pleine opérationnalisation des centres. Conseil d'orientation et de suivi du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse est placé sous la tutelle du Premier ministère. Le Premier ministre, justement, qui a reçu 2 délégations aujourd'hui, les parlementaires de la CEDEAO et le Bureau international du travail. Avec le Bureau international du travail, il a été question du dialogue social. Quant aux parlementaires de la CEDEAO, ils sont venus faire le point des activités de leur législature qui est à 5 mois de sa fin. Idrissa Warga, Frédéric Etienne Bassenga. Le directeur adjoint du Bureau international du travail est venu remercier le Premier ministre pour avoir tenu son engagement. Joseph Dabiré a fait appel au BIT qui doit animer demain un séminaire gouvernemental sur le dialogue social qui s'ouvre demain. Que nous avons eu à Genève à l'occasion de la conférence internationale du travail de juin dernier, où le Premier ministre s'est engagé à organiser ce séminaire gouvernemental à l'intention de l'ensemble des membres du bureau et de l'ensemble des membres du gouvernement pour qu'on puisse parler de la problématique du dialogue social, pour qu'on puisse avoir une situation sociale apaisée dans le pays et pour que le dialogue social soit un instrument par lequel les acteurs
du dialogue social se retrouvent pour parler des grandes questions et des grands problèmes du pays et voir comment leur trouver une solution. Joseph Dabiré a également reçu une délégation du Parlement de la CEDEAO avec à sa tête son président. Moustapha Cissé dit être venu à 5 mois de la fin de son mandat faire le point au Premier ministre en vue de préparer la 5e législature du Parlement ouest-africain. À cette rencontre, il a également été question d'intégration, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la monnaie unique de la CEDEAO. Voilà ce communiqué avant de poursuivre dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 août 2019. Un vigile assurant la sécurité de la mine de Yuga dans la commune de Zabré, province du Boulgour, a ouvert le feu sur une personne étrangère à la mine, entraînant la mort de cette dernière. Suite à ce drame, des représailles de la part des populations ont occasionné des blessés et d'importants dégâts matériels. Le gouverneur de la région du centre-est a requis les forces de défense et de sécurité pour ramener l'ordre et à procéder au regroupement du personnel de la mine à Zabré, d'où il sera convoyé sur Ouagadougou. Le vigile auteur du tir meurtrier a été interpellé et gardé à vue au commissariat de Zabré. Une enquête a été immédiatement ouverte. Le ministre de la Sécurité déplore ce triste événement et présente au nom du gouvernement ses condoléances à la famille du défunt et un prompt rétablissement aux blessés. Il appelle par ailleurs les populations du village de Yuga au calme et à la retenue. C'est une bonne moisson pour le trésor public du Burkina. L'emprunt obligataire lancé pour mobiliser des ressources auprès de la BRVM afin de financer des projets de développement a été un succès. Sur 75 milliards recherchés, 86 milliards ont été mobilisés. Le point avec Roger Kam et Moumouni Soubeiga. Sur 75 milliards de francs CFA attendus, ce sont plus de 86 milliards qui ont été mobilisés sur le marché financier. C'est le 10 avril 2019 que le Trésor public burkinabé a procédé à l'appel public à l'épargne dénommé emprunt obligataire TPBF 6,50% 2019-2027 avec la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. L'opération a été conduite par Coris Bourse, chef de file de l'émission obligataire. L'émetteur a consenti à ce que les caractéristiques déjà soient assez attrayantes, ce qui a permis effectivement aux investisseurs de souscrire massivement à cette opération. En plus, nous avons élargi l'assiette des placeurs. Notre part maintenant, c'est de rendre disponible le titre pour ceux qui ne l'avaient pas encore eu au moment donc de l'offre publique de vente. Ceux qui veulent faire des placements, le titre est disponible à un rendement à l'origine de 6,50% et il faut préciser net d'impôt. L'appel public à l'épargne est commandité par l'État burkinabé à travers le ministère de l'économie, des finances et du développement et la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Objectif, mobiliser plus de ressources au profit du budget de l'État. Cet emprunt a contribué pour nous à financer les investissements qui étaient inscrits dans le budget, lesquels investissements sont partie intégrante du plan national de développement économique et social du Burkina Faso. La présente cérémonie de première cotation marque l'introduction de l'emprunt en bourse. Elle permet également à d'autres souscripteurs de procéder à des acquisitions de titres à travers la BRVM. Le financement des actions de développement passe également par l'accompagnement des unités locales de production. 9 groupements qui évoluent dans le domaine de l'agriculture viennent de bénéficier d'une aide de 768 millions de francs CFA. Les fonds débloqués par l'USAID, une agence du gouvernement américain, sont destinés au renforcement donc de la compétitivité de ces groupements. La signature de conventions entre les différents partenaires a eu lieu ce matin. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Ce sont 9 accords de subvention pour 9 coopératives et groupements qui se formalisent ainsi. Et ces 9 accords valent 768 millions de francs CFA. Une subvention
octroyée par l'USADF, une agence du gouvernement américain. La coopérative Iblefouka, spécialisée dans la vente des noix brutes de cajou, fait partie des 9 bénéficiaires. Et elle signe ici un accord de près de 59 millions de francs CFA. Pour elle, c'est le début d'une nouvelle ère. Avant, nous, on avait un chiffre d'affaires de 90 millions par an. Je crois qu'avec le renforcement de l'UADF, nous comptons vraiment aller à 146 millions par an. L'USADF entend ainsi bâtir avec les bénéficiaires des entreprises plus compétitives sur les marchés nationaux et internationaux. Nous pensons que cet engagement pour les populations vulnérables, les populations qui travaillent dans les lieux un peu lointains, les populations des femmes, des jeunes, mais aussi les gens handicapés qui sont nos partenaires, nous pensons continuer à agir avec eux pour les années à venir. L'USADF dit avoir déjà investi au Burkina Faso depuis 2009 5,5 milliards de francs CFA dans 77 projets repartis sur l'ensemble du territoire national. Et puis les groupements bénéficiaires de ces fonds américains ont pour matière première les produits agricoles. La réussite donc de leurs activités dépend en partie de la campagne agricole. Au ministère de l'Agriculture, on scrute de près l'évolution et le déroulement de la campagne en cours. À cet effet, le ministre Salif Ouedraogo a effectué une tournée dans les exploitations agricoles de Koubri et de Kombsi-Siri. Le point avec Adam Guiti et Vincent Kiendrebego. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles au champ. À Tansablogo, dans la commune de Koubri, Salif Ouedraogo fait la visite à cette exploitation familiale de Suleiman Maïga qui expérimente une technique de culture mixte recommandée par les techniciens. Plus loin, à Piqueco, c'est un bas-fond risicole exploité par une coopérative féminine qui reçoit la visite du ministre. Et à Basmiam, commune de Komsilia, l'exploitation de Léon Badiara est visitée. Celui-ci allie élevage et agriculture, privilégiant ainsi la fumure organique. Les cultures se comportent bien et nous avons espoir que cette campagne quand même va nous permettre quand même de pouvoir atteindre nos objectifs. C'est notre choix. Il y a des attaques, des petites attaques par-ci par-là, mais il y a eu la réponse immédiate des services qui ont mis à la disposition des producteurs les insecticides et tout, et vraiment les traitements se font et les cultures se portent bien. À chaque étape de la visite, Salif Ouedraogo échange avec les producteurs, recueille leurs préoccupations, mais certaines doléances devraient trouver solution au sein des coopératives. C'est une coopérative de 330 personnes. Et cette coopérative veut que le ministère lui dote des motoculteurs. Alors que le motoculteur ne dépasse pas 2 millions. 2 millions divisé par le nombre de coopérateurs, ça ne dépasse pas 7 000 francs chacun pour avoir déjà un motoculteur. Ce qui veut dire qu'il peut avoir 3, 4, 5 motoculteurs, il suffit seulement qu'ils cotisent. Mais les gens ils sont attentifs, veulent toujours que l'État vienne les appuyer. Pour la campagne agricole en cours, 5 800 000 tonnes de céréales sont attendues à l'issue de la saison humide. Deuxième produit agricole d'exportation du Burkina après le coton, le sésame est une filière porteuse qui mérite une meilleure organisation. Les mécanismes et stratégies à développer pour booster la production et l'exportation du sésame sont au centre d'une rencontre qui réunit les différents acteurs. Salif Belem, Oumoussissi. Ils sont tous issus de la filière sésame et ils ont pour ambition de renforcer leur collaboration avec l'État. Eux, ce sont les membres de l'interprofession sésame du Burkina. À cette rencontre, ils seront outillés en technique de plaidoyer pour l'amélioration du cadre politique et réglementaire de la filière sésame. Ce plaidoyer vise réellement à aider l'interprofession du sésame afin d'améliorer son dialogue avec l'État et améliorer petit à petit le cadre réglementaire afin de booster la production et l'exploitation du sésame. C'est vraiment d'amener l'État
à prendre les décrets et arrêtés qui vont permettre une application effective du cahier de charges du sésame à l'exportation. Nous attendons également que l'État mette à notre disposition les prélèvements qui ont été faits sur les exportations du sésame. Ce qui favorisera la mise en œuvre du plan d'action de l'amélioration des pratiques agricoles du sésame. Un plan d'action qui permettra également au pays de se hisser à la première place des pays exportateurs de sésame. Deuxième produit d'exportation agricole après le coton, la production du sésame est passée de 58 000 tonnes en 2001 à plus de 171 000 tonnes en 2018. Et puis, sachez que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, donc, est arrivé ce matin à Conakry pour une visite d'amitié et de travail. Au cours de son séjour, le président du Faso s'entretiendra avec son homologue, le professeur Alpha Condé, sur des sujets intéressants, la coopération entre les deux pays et sur des questions d'ordre africain et mondial. Cette visite sera mise à profit par le président du Faso pour visiter des infrastructures socio-économiques et envisager le renforcement de la coopération politique et économique entre Ouagadougou et Conakry. Nous reviendrons certainement plus en détail sur cette visite du président du Faso en Guinée dans nos prochaines éditions. Les plaidoiries des avocats du général Gilbert Diendéré se poursuivent loin du tribunal militaire. Ce matin, face à la presse, ils ont dénoncé ce qu'ils qualifient d'entorse à la procédure judiciaire dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015. Les précisions avec Jean-Eudes Bayala et Zubaziel David Dabiri. C'est une conférence de presse aux allures de prolongation des plaidoiries des avocats du général Gilbert Diendéré. Maître Jean-Yaoui Degli relève des supposés faits et gestes qui constitueraient une violation grave des droits de la défense. C'est un véritable réquisitoire contre la procédure. Le juge d'instruction était informé parce qu'il a saisi un document dans les affaires du général Diendéré qui disait que des gens ont eu des réunions dans des comités de résistance en disant on va faire ci et ça et mettre sur la tête du RSP, pousser Gilbert Diendéré, le RSP à ci et ça. Lorsque vous avez ce genre de document en tant que juge d'instruction et que vous avez des morts, des coups et blessures volontaires, des dégradations de biens dans un événement précis, vous enquêtez sur la base de cet élément pour voir si quelque part, les gens qui ont fait ces réunions-là n'ont pas commis des actes pendant cette période. Le juge d'instruction a dit au général Diendéré que ce document ne l'intéresse pas. Pour l'avocat, ces entorses à la procédure sont l'œuvre d'un homme vindicatif. L'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida serait à l'origine des malheurs du général Diendéré dans ce dossier. La poursuite a été le bras séculaire du lieutenant-colonel Yacouba Zida qui voudrait éliminer un certain nombre de personnes. Et il les a ciblés. Et c'est à cause de ça que pendant cette période, on a tout fait pour que les membres de la hiérarchie militaire, on a tout fait pour leur créer un bouclier judiciaire, pour les empêcher de venir se prononcer et de dire comment les choses se sont passées. Maître Jean-Yaoui Degli estime donc que c'est devant une justice aux ordres que le dossier est instruit. L'avocat fonde l'espoir que le juge Sédou Ouedraogo sera au-dessus de ses agissements en livrant un verdict en lien avec les faits et les dispositions légales. Ils sont chargés de juger les conflits entre employeurs et employés. Les inspecteurs du travail revisitent l'approche d'intervention dans l'économie informelle. La relecture et la mise à jour de cette approche seront inspectées à la faveur d'une rencontre de 3 jours dont les travaux ont débuté hier à Ouagadougou. Alidou Badini, Draman Guéné. Améliorer les conditions de travail, faire respecter les principes et droits fondamentaux au travail, prévenir les risques professionnels, ces inspecteurs du travail sont ici pour y réfléchir. Durant 3 jours de travaux, les participants à cette rencontre vont relire et mettre à jour le document de planification pluriannuelle de l'inspection du travail. L'atelier qui débute et qui va durer pendant 3 jours
va permettre aux inspecteurs du travail, notamment les directeurs régionaux de quatre directions régionales, de pouvoir faire le diagnostic et de finaliser la stratégie d'intervention dans le secteur informel, notamment en ce qui concerne les bâtiments et travaux publics, ainsi que la mécanique générale. Tout système est susceptible d'être perfectionné et perfectible, en ce sens que nous évoluons dans un monde quand même qui change. Nous avons des usagers dont les besoins changent aussi, donc il faut veiller à s'adapter à ces besoins-là et mettre à la disposition des usagers, des inspections du travail, des outils et aussi des services de qualité. De ces échanges d'expériences sortira un plan stratégique de développement, un plan qui va faciliter l'atteinte des objectifs fixés par l'inspection du travail. Élaborée pour défendre les droits des enfants, la stratégie nationale de protection de l'enfant est en cours de validation. Le document proposé doit être écumé par les participants afin de le conformer aux textes nationaux et internationaux ainsi qu'aux réalités du Burkina. Roger Bembamba, Nyarkiteda. Environ 3 millions d'enfants âgés de 0 à 17 ans subissent toutes sortes de violences. Parmi ces enfants, 48,75% sont des filles, révèle une étude réalisée en 2018. Ces chiffres sont du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Pour y faire face, le gouvernement a élaboré une stratégie nationale de protection de l'enfant avec pour objectif agir de façon concertée et coordonnée pour arrêter le phénomène. Au plan institutionnel, le gouvernement essaie d'adapter l'organisation et l'attribution des services techniques pour prendre en charge la problématique liée à l'enfant. Le système national de protection de l'enfant s'est vu renforcé avec la décentralisation du dispositif de surveillance, de signalement et de prise en charge des cas d'enfants à besoin de protection avec une implication plus accrue des acteurs communautaires. Le présent atelier a pour enjeu de valider la stratégie en question en vue de procéder à la mise en œuvre des actions nationales pour la protection de l'enfant. Des mesures spécifiques sont également prises en compte dans la présente stratégie, des mesures en adéquation avec le régime juridique burkinabé. Outre le budget de l'État, la stratégie bénéficie d'un appui de l'UNICEF et de Save the Children International. Ces partenaires s'engagent également dans la défense et la protection des droits de l'enfant au pays des hommes intègres. Le ministère de la Santé veut passer par les journalistes pour donner l'information vraie et juste sur les conséquences du tabagisme sur la santé. Une formation est initiée à cet effet à Koudougou à l'issue de l'encre des plumes des journalistes. Donc devraient naître des articles sur les toxines des cigarettes et les pathologies que celles-ci sont susceptibles de provoquer. Daouda Ouattara, Zalissa Sanfo. Des images qui choquent, qui heurtent parfois la sensibilité. Pourtant, selon les spécialistes, elles traduisent toute la vérité sur l'état sanitaire des consommateurs du tabac. Une vérité que le ministère de la Santé veut amener ses journalistes à répandre afin que les consommateurs sachent ce à quoi ils s'exposent avec le tabac. Tous les organes de l'organisme sont atteints du fait du tabac, ça c'est important. Et que si la maladie se déclenche, parfois c'est à celui donc qui fume arrête de fumer et ceux qui ont envie donc de commencer ne commencent jamais. La communication comme une arme pour faire stopper la consommation du tabac. L'Organisation mondiale de la santé y adhère et c'est pour cette raison qu'elle soutient et finance cette formation des journalistes. Il est très important qu'avec la communication, on amène l'individu à s'approprier la lutte anti-tabac sur la base de ses propres connaissances des méfaits du tabac. Donc la sensibilisation pour nous est un moyen très important pour accélérer la lutte contre le tabac. La formation des journalistes qui se déroule ici à Koudougou va durer 5 jours. Elle concerne une vingtaine de journalistes engagés dans la lutte contre le tabac.
L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, elle, veut mieux se faire connaître des hommes de médias. Une session de formation a été organisée hier à Bobo-Dioulasso à leur intention. Le point avec Hassan Gouragou et Moussa Sano. Des hommes de médias à l'école de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'objectif de cet atelier est de doter ces journalistes et ces animateurs de certaines notions. D'abord, c'est présenter le décor des communications électroniques et des postes, le fonctionnement d'un réseau, la construction d'un réseau. Dans la deuxième phase, il s'agira donc de présenter quelles sont les missions et attributions de l'autorité de régulation et enfin, en troisième lieu, échanger avec eux des difficultés qu'ils ont et donner aussi la parole aux opérateurs pour qu'ils présentent les fonctionnements et organisations pour la prise en charge de la relation clientèle. Cette formation va durer 3 jours. L'ARCEP, la structure initiatrice, attend beaucoup de participants. D'abord donc déjà qu'ils soient suffisamment outillés donc, pour traiter des sujets comme je l'ai dit, mais aussi et surtout à travers donc, leur expérience, partager avec nous les difficultés ou même donc, des propositions qui vont nous permettre de pouvoir véritablement donc, prendre en main certaines questions donc, auxquelles ils sont confrontés ou des sujets qui leur sont soumis très souvent. Initiée par l'ARCEP, cette formation est la deuxième du genre au profit des hommes de médias. Elle s'inscrit dans le cadre des missions d'accompagnement de cette institution. Les résultats obtenus à travers les évaluations externes de la stratégie de scolarisation accélérée ont été dévoilés aux acteurs de l'éducation de la région de la boucle du Mouroun. Une rencontre mise à profit pour présenter le secrétariat permanent de la stratégie de scolarisation accélérée. Lassina Ouattara, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Au Burkina Faso, les indicateurs de l'éducation montrent que l'objectif de l'éducation pour tous n'est pas encore atteint. Et c'est cette situation qui justifie l'organisation de cet atelier afin de faciliter l'appropriation par les responsables en charge de l'éducation des principes directeurs de la stratégie de scolarisation accélérée. La stratégie de scolarisation accélérée passerelle a été initiée en 2006 au Burkina par la Fondation Strom, qui est une fondation norvégienne, et qui a développé donc une alternative éducative afin de donner une chance à des enfants qui sont hors du système éducatif ou qui ont été déscolarisés précocement de pouvoir réintégrer le système éducatif ou de pouvoir apprendre des métiers à l'issue d'une formation donnée. Nous avons pu enrôler plus de 42 000 enfants hors école. Et sur ces effectifs-là, plus de 20 000 enfants sont des filles. Vous voyez que la parité garçon-fille est atteinte. Et au regard des résultats, pour ce qui concerne leur intégration au niveau du système classique, nous travaillons et nous avons des résultats qui présentent que ces enfants-là sont aussi des enfants qui présentent de meilleurs résultats aux examens. Nous avons des certifiés cette année, nous avons des bacheliers, nous avons même des enseignants qui sont passés par les centres à passerelle. En marge de cet atelier, le ministre et sa délégation ont procédé à l'inauguration de 3 forages dans la commune de Tédougou. Le Burkina Faso participera du 16 au 31 août au Maroc, donc aux Jeux africains de Rabat. Le comité de pilotage des Jeux a livré ce matin à la presse des informations sur les préparatifs des athlètes burkinabés et sur l'organisation de l'événement. Konsoun Koulibaly, Mahamadi Wena. À 2 semaines du début des Jeux africains de Rabat, le comité de pilotage des Jeux africains du ministère des Sports et des Loisirs veut donner les dernières informations sur la participation du Burkina. Des échanges avec les journalistes, il ressort que le Burkina sera à Rabat avec une délégation de plus de 200 personnes. La délégation donc du Burkina, forte de 210 personnes, va quitter Ouagadougou dans la nuit du 15 au 16 août. Bien sûr, il y a un budget qui est donc alloué à ces Jeux et ce budget est de 500 millions. L'athlétisme, la boxe, le cyclisme, le handball, le judo, le karaté, la lutte, la natation, le football et le taekwondo sont les 10 disciplines sportives dans lesquelles le Burkina est engagé.
Au dernier jeu en 2015, le Burkina avait remporté 4 médailles, une d'or, une d'argent et 2 de bronze. L'ambition est de faire mieux au Maroc. Outre le volet purement sportif, le Burkina participe à ces jeux avec d'autres ambitions, celle de mieux peaufiner sa candidature pour les prochains jeux. Il est important que nous marquons notre présence et que nous allions là-bas voir ce qui se passe pour pouvoir les organiser ici. L'objectif est d'être prêt pour 2023 au cas où le Ghana désiste ou carrément se positionner pour 2027. C'est une visite qui crée la polémique aux États-Unis. Donald Trump, le président américain, s'est rendu dans les villes où ont lieu des fusillades en fin de semaine dernière. 4 jours après les 2 fusillades qui ont endeuillé les États-Unis, Donald Trump s'est rendu sur place. Le président républicain a quitté Dayton où 9 personnes ont perdu la vie et s'est rendu à El Paso, à la frontière mexicaine. Là-bas, un homme armé d'un fusil d'assaut a tué 22 personnes, en majorité hispaniques. Après ce crime, Donald Trump est pointé du doigt, accusé d'avoir attisé la haine raciale. Comme vous le savez, nous avons quitté l'Ohio et nous avons aimé le respect à notre égard. J'aurais aimé que vous soyez là pour le voir. Ils ont tous fait un travail incroyable. Les 2 endroits sont tout simplement incroyables. J'ai aimé l'enthousiasme, l'amour, le respect et aussi le fait qu'on me dise « Voyons si nous pouvons faire quelque chose ». Les républicains le veulent et les démocrates le veulent aussi. Avant sa visite, Donald Trump s'était dit préoccupé par la montée des groupes de haine, qu'il s'agisse de suprématie blanche ou de tout autre type de suprématie. Mais dans les 2 villes, des foules de manifestants se sont rassemblés pour condamner sa visite et son discours. Ces propos haineux ont inspiré des gens qui pourraient être enclins à la violence. Je vois un lien direct avec ce qui s'est passé. Si le président américain s'est prononcé pour un meilleur encadrement de la vente d'armes à feu, il n'a pas soutenu les appels en faveur de l'interdiction des fusils d'assaut. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.